Bien, Mariette est enrhumée, elle est grippée, mais elle est venue courageusement, bardée de son sirop et de ses médicaments. Elle est donc prête pour parler de Niels Holgersson, une très vieille histoire qu'elle a redécouverte pour nous. Et comme elle a pris 3 grogs, on l'excusera un petit peu. Voilà. Oui. Ça devrait aller. Si je saute des lignes, si vous me comprenez pas, vous me le dites. On fera de grands signes. Alors bonsoir, c'est Mariette. Comme nous sommes au moment des fêtes de fin d'année et encore dans la magie de Noël, j'avais envie ce soir de vous parler d'un conte pour enfants et adultes connu en Suède. Je nomme Le merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède. Alors, c'est de Selma Lagerlöf. Alors, j'ai entre les mains la version longue en livre de poche qui fait environ 610 pages. Mais il existe, je vous rassure, pour les enfants, une version plus courte au rayon jeunesse qui, ôte en grande partie les passages descriptifs, quelquefois longs et complexes des paysages de la Suède. Ou même encore quelques passages tristes de l'ouvrage. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est tout simplement que pour moi c'est un souvenir d'enfance. J'ai découvert Niels Holgersson à la télé dans les années 80 en dessin animé. Et c'est adulte que je viens de lire le roman dont il était tiré et qui me faisait à l'époque rêver. Alors je recommande le livre qui fait 55 chapitres et je recommande également la série animée qui fait 51 épisodes et qui respecte tout à fait l'histoire chapitre par chapitre et qui est aussi vraiment un petit régal pour grands et petits si l'on veut partager ensemble en famille sur l'écran. Alors ce livre est un grand classique de la littérature suédoise. Le premier tome a été publié en 1906, le deuxième tome en 1907, et il est en fait le résultat d'une commande de l'éducation nationale à l'auteur, quelques années auparavant, ayant pour but de faire découvrir aux petits Suédois leur pays et sa géographie. Alors l'auteur va avoir l'idée ingénieuse et très astucieuse de faire découvrir cette géographie par un petit garçon volant sur le dos des oies sauvages qui en fait sont de retour de leur migration et qui du sud de la Suède s'en retournent pour l'été vers le nord en Laponie. Alors pour résumer un petit peu le départ de l'histoire, pour vous embarquer un petit peu dans l'œuvre, Niels, alors il n'est pas si petit que ça, mais vous allez comprendre pourquoi je dis petit. Il a 14 ans, c'est un ado. Il est très antipathique. Et ses parents, qui eux sont de pauvres fermiers du sud de la Suède, sont un peu désespérés et s'attristent de la fainéantise de leur fils, qui n'est ni bon à l'école, ni au travail à la ferme. En plus, il fait souffrir les animaux par de mauvaises blagues, et qui de plus est colérique, teigneux, et rejette spontanément les offices religieux de ses parents croyants, qui essaient quand même par ce biais de lui transmettre un peu de morale. Bon, voilà le personnage. Alors un jour qu'il le laisse à la maison pour aller au temple, Niels s'endort sur le sermon qu'il était censé lire et réciter à leur retour. Il est réveillé par du vacarme dans la maison et Niels découvre alors un tomte. Alors un tomte, c'est quoi? C'est un petit lutin scandinave qui est entré dans la maison et qui farfouille dans les affaires de sa mère. Alors Niels, évidemment, décide de ne pas le laisser tranquille et l'emprisonne. Le tomte lance un premier sortilège pour se défendre. Niels reçoit d'abord une énorme gifle venue de nulle part qui l'envoie valdaguer et la Somme. Pas mal quand même. Deuxième sortilège, quand Niels revient à lui,
il se rend compte qu'il a été rapetissé comme un tomte, comme un lutin. Alors un seul avantage à tout cela, c'est que le lutin lui a laissé la possibilité de comprendre le langage des animaux. Mais cela, il va d'abord l'apprendre à ses dépens. Parce que bon, au départ, il est complètement paniqué, il court dans la cour de ferme en criant à l'aide pour qu'en plus on l'aide à retrouver le tomte, le lutin, pour lui en retirer de suite le sortilège qu'on vient de lui mener. Et il s'entend là insulté, il est poursuivi, malmené en fait par tous les animaux de la ferme qui, Niels Holgersson devenu petit, peuvent se venger de lui. Alors on est en plein dans ce brouhaha, quand d'un seul coup tout le monde s'arrête parce qu'on entend des caquettements qui se font entendre là-haut dans le ciel. Tous lèvent la tête pour regarder. C'est le passage et l'appel des oies sauvages qui rentre en Laponie. Le jar blanc de la ferme, qui s'appelle Martin, ne tient plus à cet appel et tente de s'envoler. Mais Niels, ayant oublié sa petite taille et donc du coup sa légèreté, et en plus s'étant pris le pied dans la corde qui servait de laisse au jar dans ses jeux, disons, les plus sadiques, s'envole avec lui. Et là, c'est le début d'une grande aventure, pas du tout prévue ni désirée. Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Niels Holgersson, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Niels Holgersson, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Alors ça, c'était le générique du début du dessin animé de mon enfance, voilà, chanté par Marie-Myriam. Je vais vous lire un passage. Martin, le grand jar domestique, se sentait très fier de pouvoir suivre les oies sauvages dans les airs, de pouvoir aller et venir en leur compagnie au-dessus de la Scanie et de pouvoir se moquer des oies domestiques. Mais l'intensité de son bonheur ne l'empêcha pas de ressentir la fatigue à mesure que l'après-midi avançait. Il avait beau essayer de respirer plus profondément, de battre plus rapidement des ailes, les autres restaient quand même plusieurs longueurs d'oies devant lui. Lorsque celles qui volaient en dernier remarquèrent que le jar n'arrivait pas à suivre, elles appelèrent l'oie qui volait à la pointe du V de leur bande, qui guidait leur vol. « Aka de Kenknekaïs !»« Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda alors l'oie de tête. « Le blanc prend du retard, le blanc prend du retard !»« Dites-lui que c'est plus facile de voler vite que lentement !» cria l'oie de tête sans ralentir l'allure. Le jar essaya bien de suivre le conseil et d'accélérer, mais l'effort le fatigua à un tel point qu'il tomba jusque vers les boules des saules élagués qui bordaient les champs et les prés. « Aka ! Aka ! Aka de Kenknekaïs !» crièrent alors les oies de queue voyant les difficultés du jar. « Que me voulez-vous encore ?» demanda l'oie de tête, apparemment irritée. « Le blanc tombe vers le sol, le blanc tombe vers le sol !»« Dites-lui qu'il est plus facile de voler haut que bas !» cria l'oie de tête, sans ralentir le moins du monde, mais lancé comme auparavant. Le jar essaya de suivre ce nouveau conseil, mais quand il voulut s'élever, il fut si essoufflé qu'il sentit sa poitrine se rompre. « Aka ! Aka !» crièrent celles qui volaient en queue. « Mais vous n'allez pas me laisser voler tranquillement !» s'exclama l'oie de tête, terriblement agacée. « Le blanc va s'écraser par terre ! Le blanc va s'écraser par terre !»
Dites-lui, il est vraiment gland, ce genre. Bon. Il aurait mieux fait de rester chez lui. Ouais, franchement. Dites-lui que celui qui n'a pas la force de nous suivre n'a qu'à entrer chez lui. Voilà, exactement. Ouais. Cria Loi de tête sans aucune intention de modifier son allure. Nous y voilà, c'est donc ça, pensa le Jar, comprenant tout à coup que les oies sauvages n'avaient jamais eu l'intention de l'emmener avec elles jusqu'en Laponie. Elle ne l'avait incité à abandonner la ferme que pour s'amuser. Et il était furieux de sentir ses forces l'abandonner en ce moment où il aurait voulu tant montrer à ces vagabondes qu'une oie domestique était aussi capable de quelque chose. Et le plus vexant, c'était d'être tombé sur Aka de Keknekaise. Car tout genre de ferme fut-il, il avait entendu parler de cette oie chef de bande nommée Aka et âgée de plus de 100 ans. Sa renommée était si grande que les meilleures oies sauvages se joignaient à elle. Mais personne ne nourrissait autant de mépris pour les oies domestiques qu'Aka et sa bande, et il aurait voulu leur montrer qu'il les valait. Il volait lentement à la traîne en se demandant s'il allait faire demi-tour ou continuer, quand le gamin qu'il portait sur son dos dit soudain « Mon cher Martin Jar, dis-toi bien qu'il sera impossible pour toi qui n'as jamais volé auparavant de suivre les oies sauvages jusqu'en Laponie. Ne devrais-tu pas faire demi-tour avant d'être épuisé ?» Mais si le Jar détestait quelqu'un à la ferme, c'était bien ce gamin. Et dès qu'il comprit que ce morveux l'estimait incapable d'entreprendre le voyage, sa décision fut prise. Il tiendrait le coup. « Dis encore un mot là-dessus et je te précipite dans la première marnière que nous survolerons, dit-il, tandis que la rage lui redonnait de telle force qu'il se mit à voler presque aussi bien que les autres. Il n'aurait certainement pas continué longtemps ainsi, mais il n'eut pas à le faire, car le soleil descendait rapidement, et dès qu'il se coucha, les oies piquèrent droit vers le sol. Et avant même d'avoir eu le temps de comprendre, le garçon et le Jar se trouvèrent sur la rive du lac de Vombe. « Nous allons sans doute passer la nuit ici, pensa le gamin en sautant à bas du dos du Jar. Niels, en fait, est content de cette mésaventure, même s'il n'est pas content de sa nouvelle taille qui le rend vulnérable. Comme il ne réfléchit guère aux conséquences, qu'il n'a aucune qualité de cœur, il ne désire pas revoir ses parents et rentrer chez lui. Bon, pourquoi faire ? Se faire gronder, travailler à la ferme, étudier des sermons débiles. Je ne vous lirai pas tous les passages du contenu du livre, enfin en tout cas du milieu du livre, car ce n'est pas le début ni même la fin du livre, bon, qui finit bien sûr, qui sont importants, c'est le voyage en lui-même qui est important. Et ça, je vous laisserai le découvrir. Niels, pendant ce voyage, va traverser la Suède, visitant ses provinces, découvrant ses caractéristiques naturelles, ses ressources économiques, et surtout, tous les contes et légendes des lieux qu'il traverse. Chaque lieu a sa légende, son histoire, mais aussi sa péripétie pour Niels. Si je prends par exemple la table des matières, au hasard, je trouve par exemple les légendes du Hergendalen, la légende du Smalen, les histoires de Car et de Poil-Gris, l'histoire du prêtre de Delsbo, le trésor de Lilo, et ainsi de suite. On passe vraiment d'histoire, de légende en légende au fur et à mesure du livre. Mais, excuse-moi de te couper, une question. Est-ce qu'il est accepté par les autres oies? Est-ce qu'il arrive à trouver sa place là-dedans? Alors, petit à petit. C'est-à-dire qu'il va se retrouver confronté justement à une certaine hiérarchie déjà, parce qu'il y a toute une hiérarchie au niveau des oies, aussi une certaine autorité de par la chef des oies qui s'appelle Aka de Keknekaise, qui de toute façon impose de par elle-même le respect. Donc petit à petit et au fur et à mesure aussi des péripéties qui vont lui arriver, qui sont toujours à ses dépens, hein. Bien sûr une péripétie c'est
voilà, c'est toujours au dépend de la personne. Il va évoluer et se faire accepter petit à petit par les oies, mais pas spontanément. Surtout qu'on ne sait pas très bien le statut qu'il a. On ne sait pas si c'est un lutin, si c'est un homme, si c'est pas un homme. On ne sait pas trop. Voilà, pour les oies, c'est un truc entre guillemets. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. C'est ni un animal, on ne sait pas en fait. Et lui, il entame son chemin initiatique. Exactement. Donc histoire après légende, péripétie après péripétie, Niels commence à comprendre certaines choses que ses parents n'arrivaient pas à lui inculquer. Niels, lors d'une péripétie par exemple, est enfermé pendant des heures dans une boîte. Il comprend alors ce qu'enduraient ses parents quand ils s'amusaient à les enfermer à la cave pendant des jours entiers. Charmant enfant. C'est charmant. Il finit par comprendre aussi donc, que les mauvaises blagues sont peut-être amusantes sur le moment pour leur auteur, mais qu'à la longue, cela apporte plutôt des ennuis, et surtout qu'une réputation de méchant, qu'à long terme, ça n'aide pas beaucoup. Il va donc décider comme ce que je te disais, de se tenir à carreau pour se faire accepter des oies sauvages, avec qui il se sent bien, il se sent vraiment bien, même si, dans un premier temps, c'est plutôt davantage par orgueil ou par intérêt pour retrouver sa taille initiale et se faire pardonner du Tompt qui lui a lancé le sortilège. Et donc c'est de cette façon en fait qu'il va aider les oies sauvages et gagner leur confiance. Donc d'autres péripéties vont lui tomber dessus durant le voyage et qui vont le faire réfléchir de plus en plus. Mais bon, le lutin, lui, qui lui a lancé le sortilège, lui, il va pas se laisser berner comme ça par cette fausse aide et cette fausse sincérité. Et donc, il va le tester durant justement quelques épreuves tendues au garçon. Et je vais vous lire le dernier test, en quelque sorte, du Tompt, lié à Niels, qui est situé donc à la fin du livre, page 566. Le garçon sauta au fond de la crevasse, une coque de moule dans chaque main, et il entreprit de dégager le sable. Il ne trouva pas de sac, mais lorsqu'il eut creusé assez profond, il entendit un tintement métallique et il vit qu'il avait touché une pièce d'or. Il tâtonna dans le sol et sentit que le sable était plein de pièces d'or. Alors il remonta vite auprès de Aka. « Les sacs ont pourri et sont tombés en morceaux, dit-il, si bien que les pièces sont éparpillées dans le sable. Mais je crois que tout l'or y est encore. »« Tant mieux, dit Aka. Rebouche le trou maintenant. Et arrange le sable de sorte que personne ne puisse voir qu'on l'a touché. » Le garçon s'acquitta de la tâche, mais lorsqu'il remonta sur le rocher, il fut surpris de découvrir Aka en tête des 6 oies sauvages, dont la file s'approchait de lui très solennellement. Après s'être arrêtées devant lui, elles inclinèrent plusieurs fois le cou et firent cela si cérémonieusement qu'il dut ôter son bonnet et saluer à son tour. « Il se trouve, dit Aka, que nous qui sommes vieilles, nous nous sommes dit que si toi, poussé, tu avais été au service des humains et tu leur avais fait autant de bien que tu nous en as fait, ils ne se sépareraient pas de toi sans te rémunérer dignement. »« Ce n'est pas moi qui vous ai aidé, dit le garçon, c'est plutôt vous qui vous êtes occupé de moi. Nous avons aussi estimé, reprit Aka, qu'un être humain qui nous a suivis durant tout notre voyage ne devrait pas nous quitter aussi pauvres que le jour où il nous a rejointes. Je sais que ce que j'ai appris auprès de vous cette année vaut plus que n'importe quel bien ou que de l'or, dit le garçon. Puisque ces pièces d'or se trouvent toujours dans cette crevasse après tant d'années, il est certain qu'elles n'appartiennent à personne, dit l'oie meneuse, et j'estime que tu peux les prendre. N'est-ce pas vous qui aviez besoin d'or, demanda le garçon. Si, nous en avions besoin pour pouvoir t'offrir un salaire qui permettra à ton père et à ta mère de penser que tu as travaillé comme gardeur d'oies chez des gens honnêtes. Le garçon se détourna légèrement, jeta un regard vers la mer et regarda ensuite droit dans les yeux brillants d'Aka. «
Je trouve étrange, Meraka, que vous me congédiez et me donniez mon salaire avant que j'aie moi-même signifié mon congé, dit-il. Tant que nous autres oies sauvages nous attarderons en Suède, je me plais à penser que tu resteras avec nous, dit Akka. Mais je désirais te montrer où se trouvait ce trésor, puisque nous pouvions y passer sans faire un trop long détour. C'est quand même ce que je dis, Poussé. Vous voulez vous séparer de moi, avant que moi-même j'en ai envie. Après tous ces bons moments que nous avons passés ensemble, je trouve qu'il ne serait pas trop de vous demander de vous accompagner à l'étranger. Lorsque le garçon eut dit ces mots, Akka et les autres oies sauvages tendirent leur cou et restèrent un moment le bec à demi ouvert à essayer de retrouver leur souffle. Voilà une chose à laquelle je n'avais pas pensé, dit Akka, quand elle eut retrouvé le sien. Mais avant de te décider à nous suivre, il vaut mieux que nous écoutions ce que Gorgo doit nous dire. Alors Gorgo, c'est un aigle qui est un peu ami avec les oies sauvages et qui est un peu là dans les aventures. Il faut que tu saches que lorsque nous avons quitté la Laponie, Gorgo et moi nous sommes mis d'accord pour qu'il aille chez toi en Scanie pour essayer d'obtenir de meilleures conditions de la part du Tompt sur ton compte. Oui, c'est cela même, dit Gorgo l'aigle. Mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai vite fait de trouver la maisonnette d'Holger Nilsson, donc le père de Nils Holgersson, et après avoir plané quelques heures au-dessus de la ferme, j'ai aperçu le Tompt qui se faufilait dessus la ferme. Il se faufilait entre les bâtiments. Je me suis immédiatement jetée sur lui et l'ai emmené jusqu'à un champ pour que nous puissions discuter tranquillement. Je lui ai dit que j'étais envoyée par Akka de Kebnekaise pour lui demander s'il ne voulait pas octroyer de meilleures conditions à Nils Holgersson. Je le voudrais bien, m'a-t-il répondu, car j'ai entendu dire qu'il s'est très bien comporté pendant le voyage. Mais ceci est hors de mon pouvoir. Alors je me suis fâchée et je lui ai dit que je n'hésiterais pas à lui crever les yeux s'il ne réfléchissait pas. « Tu peux faire ce que tu veux de moi, a-t-il dit, mais tout sera quand même, comme je l'ai annoncé, à Nils Holgersson. Mais tu peux lui dire qu'il ferait mieux de rentrer avec son jar, car les choses tournent mal ici à la ferme. Holger Nilsson a été obligé de payer une caution pour son frère, en qui il avait tant confiance, et puis aussi il a acheté un cheval avec de l'argent emprunté. Mais le cheval s'est mis à boiter dès le premier jour, et depuis il n'en a tiré aucun profit. Oui, dis à Nils Holgersson que ses parents ont déjà été obligés de vendre 2 vaches, et qu'ils seront obligés de quitter leur ferme si personne ne leur vient en aide. Quand le garçon entendit cela, il fronça les sourcils, et il crispa si fort ses mains qu'elles en blanchirent. « Ce Tompt est bien cruel, dit-il, d'avoir posé une condition telle que je ne peux pas rentrer aider mes parents. Mais il ne réussira pas à faire de moi quelqu'un qui trahit ses amis. Père et mère sont des gens honnêtes, et je sais qu'ils préféreraient se passer de mon aide que de me voir revenir avec une mauvaise conscience. » Alors ce voyage de plusieurs mois lui a appris beaucoup. Nils s'est transformé, on sent qu'il est transformé intérieurement. L'ado lent et endormi, sans compassion et désagréable, est devenu un jeune homme vif et réellement humain, ayant peur de faire souffrir autrui, même involontairement. Il culpabilise enfin. Son aide est sincère. L'amour et l'amitié naissent dans son cœur si dur. Il aime le Martin le Jar, il aime les oies, il aime ses parents. Et s'il ne veut pas rentrer, ce n'est pas par mépris et ingratitude cette fois-ci, c'est parce qu'il a honte de lui et de se présenter à ses parents comme un garçon méchant qui a été rapetissé par ses méfaits passés. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit
voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est Alors c'était l'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Alors je crois qu'elle avait obtenu donc le prix de l'Eurovision avec ça. Et je ne sais pas si la France depuis... Non. Je crois que non, hein, ça a été la seule... Non. Voilà. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et Marie-Myriam est une vieille dame aujourd'hui. Ouais, Oui, mais- oui. Oui, elle a pris quelques années, la pauvre. Niels a donc décidé de suivre les oies jusqu'en Laponie et a réalisé ainsi le souhait de son ami Martin Lejar. Mais la belle saison passe et Martin, en Laponie, a trouvé une compagne qui s'appelle Douce Plume et au couple s'est ajouté plein de petits oiseaux. C'est l'heure du retour. Martin vante déjà la ferme, la bonté de la famille Holgersson, le confort, la nourriture, et se sent fier d'y amener sa nouvelle famille. Je vous lis. Tandis que le père s'occupait du cheval et que le garçon restait blotti dans un coin de l'écurie, il advint que d'autres visiteurs se présentèrent à la ferme. Lorsque Martin Jarre, en effet, s'était senti si près de son ancien foyer, il n'avait pas résisté à l'envie de présenter ses anciens camarades de la ferme à sa femme et à ses enfants. Et tout simplement, il avait entraîné Douce Plume et ses oisons et arrivé là. Quand le Jarre se posa, la cour de la ferme était vide. Il atterrit donc en toute quiétude et entreprit de montrer à Douce Plume tous ces coins où il avait été bien quand il était encore une oie domestique. Lorsqu'ils eurent visité la cour, il remarqua que la porte de l'étable était ouverte. « Suivez-moi par ici, dit-il, et vous allez voir où j'habitais autrefois. C'était autre chose que de dormir dans les tourbières ou les marécages comme nous le faisons en ce moment. » Planté sur le seuil, le Jarre regardait à l'intérieur de l'étable. « Il n'y a aucun humain ici, dit-il. Viens, Douce Plume, viens voir le pacage des oies. N'aie pas peur, on ne risque rien. » Alors le Jarre, Douce Plume et les 6 oisons, au complet, entrèrent droit dans le box des oies pour voir dans quel faste et quel luxe le grand blanc avait vécu avant de fréquenter les oies sauvages. Et oui, voilà à quoi ça ressemblait. Là, c'était ma place, et là se trouvait le seau qui était toujours rempli d'avoine et d'eau, dit le Jarre. Attendez voir, mais c'est qu'il reste encore à manger. Et sans perdre de temps, il se précipita sur le seau et commença à becqueter de l'avoine. Mais Douce Plume restait inquiète. Sortons, dit-elle. Rien que quelques grains encore, dit le Jarre, qui, une seconde après, poussa un cri et se précipita vers la sortie. Mais il était trop tard. La porte avait claqué. Dehors, la maîtresse repoussait la clenche, ils étaient enfermés. Le père venait de retirer un morceau de fer acéré de la sole du cheval et Ravi était en train de le flatter lorsque la mère arriva dans l'écurie. « Viens vite, père, viens voir ce que je viens d'attraper, dit-elle. »« Non, attends une minute, mère, regarde ça d'abord, dit le père. Je viens enfin de découvrir ce qu'avrille notre cheval. » J'ai l'impression que la chance commence à nouveau à nous sourire, dit la mère. Tu sais, quand le grand Jarre a disparu au printemps, eh bien, il a dû suivre des oies sauvages. Il vient de revenir ici en compagnie de 7 oies sauvages. Ils sont entrés dans le box et je les y ai tous enfermés. Voilà qui est étonnant, dit Holger Nilsson. Et sais-tu, mère, ce qui me réjouit le plus ? C'est que nous n'avons plus à penser que c'est notre gars qui a emmené le Jarre avec lui quand il est parti. Oui, tu as raison. Mais je crains que nous soyons obligés de les tuer dès ce soir. La Saint-Martin,
C'est dans quelques jours, et nous devons nous dépêcher si nous voulons avoir le temps de les vendre en ville. Je trouve quand même dommage de tuer ce Jar qui revient avec tant d'autres oies, dit Holger Nilsson. Oui, mais si les temps avaient été différents, nous l'aurions gardé en vie. Mais puisque nous-mêmes allons quitter cet endroit, inutile de garder des oies. Oui, tu as raison. Alors viens m'aider à les porter dans la maison, dit la mère. Ils sortirent, et quelques instants plus tard, le garçon vit son père arriver, avec Douce Plume et Martin Jar, chacun sous un bras. Et il suivit sa mère dans la maison. Le Jar, bien sûr, ne savait pas que le garçon était dans les parages, mais comme d'habitude, quand il était en danger, il cria « Poussez! Poussez! À l'aide !» Nils Holgersson l'entendit bien, mais il demeura près de la porte de l'écurie. Il ne restait pas là parce qu'il savait qu'il vaudrait mieux pour lui que le Jar fût tué, non. Il ne s'en souvenait même plus à cet instant, mais parce que pour sauver le Jar, il fallait qu'il se montre à père et mère, et cela il l'appréhendait plus que tout. Les choses vont suffisamment mal comme ça, pensa-t-il. Inutile de leur causer un tel chagrin. Mais lorsque la porte se referma sur le Jar, le garçon réagit. Il bondit à travers la cour, sauta sur la planche de chêne devant l'entrée et entra dans le vestibule. Là, par habitude, il retira ses sabots et s'approcha de la porte. Mais il craignait encore tant de se montrer à ses parents qu'il n'eut pas le courage de lever la main pour frapper à la porte. C'est de Martin Jar qu'il s'agit, pensa-t-il alors, de celui qui a été ton meilleur ami depuis l'instant où tu as été ici pour la dernière fois. Et l'espace d'une seconde, il se souvint de tout ce que le Jar et lui-même avaient enduré sur les lacs gelés, sur la mer dans la tempête et parmi les bêtes carnassières. Son cœur se gonfla de gratitude et d'amour. Il surmonta toutes ses craintes et frappa à la porte. « Quelqu'un veut entrer ?» dit Père en ouvrant. « Maman ! Ne touche pas au Jar !» cria le garçon. Et au même moment, le Jar et Douce Plume, qui étaient attachés sur un banc, poussèrent un cri de joie qui lui apprit qu'ils étaient encore en vie. Mais une autre aussi poussa un cri de joie. Ce fut sa mère. « Oh, comme tu es devenu grand et beau !» s'exclama-t-elle. Le garçon n'était pas entré dans la pièce. Il demeurait sur le seuil, comme quelqu'un qui ne sait trop quel accueil on lui réserve. « Dieu merci, te voilà revenu chez nous, » dit sa mère. « Entre, entre, sois le bienvenu, » dit son père. Et il ne sut rien dire d'autre. Mais le garçon tardait encore sur le pas de la porte. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il soit si heureux de le voir tel qu'il était. Mais à ce moment, sa mère arriva et l'entoura de ses bras et le tira dans la pièce. Et alors, il se rendit compte de ce qui s'était passé. « Maman, papa, je suis grand. Je suis de nouveau un homme, » cria-t-il. L'adieu avec les oies sauvages et Aka est difficile. Il ne peut s'empêcher d'avoir une pointe de nostalgie quand il pense à son amitié avec les oies migratrices qui, redevenues un homme, ne comprennent plus son langage. Comme tout adulte, c'est avec un mélange de joie et de tristesse qu'il pense à ce qui n'est plus, son enfance. Alors ce conte est donc, comme ce que tu disais Alain, un parcours initiatique. Et tout cela pourrait paraître bien pédagogique, mais ça garde un grand charme quand même à cause du personnage, qui n'est qu'une tête de bois, n'aimant personne, tout comme un Pinocchio en fait, à qui il faudra bien des malheurs pour arriver à grandir, à s'ouvrir aux autres et à aimer. Et à devenir un petit garçon. À devenir un petit garçon. Une histoire en fait universelle. Nils Holgersson a inspiré cinéaste et créateur. Et ce n'est pas si étonnant que l'on retrouve sa statue sur le dos d'une oie à l'aéroport de Bruxelles, à Malmö, à Karlskrona ou dans bien d'autres villes, qu'il a donné son nom à un prix littéraire suédois, un prix de jeunesse littéraire, ou encore que l'on retrouve notre cher Nils comme symbole sur les billets suédois de 20 couronnes.
si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis des bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras, reste là. Un jour les enfants ont tourné la page et sans rien dire à personne, s'en vont parce qu'ils ont vu dans un nuage Peter Pan, Nilsson Gerson. Rêve d'aventure à la télé et lis des bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras, reste là.